Bonjour une deuxième fois. J'espère que tout le monde va bien et que vous vous entendez bien. Nous attaquons aujourd'hui notre quatrième et dernière séance d'une série de webinaires appelés Let's Share, organisés par Let's Learning Lab. Donc, je vais d'abord commencer par représenter un peu ce projet-là et ensuite je passerai la parole à Eric pour qu'il modère les différentes interventions. Donc, Let's Learning Lab, ou plus exactement Let's Learning Lab Network, est un projet de recherche financé par la coopération suisse qui est focalisé autour de la thématique d'innovation pédagogique. Il comporte quatre universités, bien sûr, et 4 pays différents. L'Université de Fribourg en Suisse, l'Université de Sousse en Tunisie, l'Université d'Alexandrie en Égypte et Arts, Sciences et Technologies, Université de Beyrouth au Liban. En fait, ce projet est parti historiquement d'un noyau formé de 3 collègues, Rada, Lilia et Bilal, qui ne nous a pas rejoint encore, j'espère qu'il le fera, qui avaient réalisé ensemble un projet qui s'appelle Let's Sega, autour des jeux sérieux pour l'évaluation, et également animé par la volonté des 4 universités pour se doter d'espaces d'innovation pédagogique. Donc ce projet vise à ce que chaque université partenaire crée dans ses propres locaux un Learning Lab et plus concrètement se structurer autour d'un espace innovant dédié aux nouvelles formes d'apprentissage. Donc, ces Learning Labs, pour les définir un peu, vont permettre de repenser les relations entre les étudiants et les enseignants, améliorer leurs learning skills, soutenir et accompagner toutes les initiatives pour développer les pédagogies innovantes, faire de la veille autour de l'innovation pédagogique, incuber des projets et promouvoir l'innovation pédagogique. Donc, au-delà des bénéfices de chaque université, il s'agit aussi de créer un network, d'où le terme network dans le titre. Donc, un network, un réseau entre les 4 universités et l'élargir par la suite à d'autres universités partenaires. Donc, le but, c'est justement d'échanger, de se développer ensemble dans une logique de réseau, de partage. Donc, si je résume, ce projet a pour objectif donc 4 points essentiels: contribuer au développement d'innovation pédagogique, favoriser l'adoption des pédagogies innovantes, veiller sur le développement des compétences numériques des étudiants et renforcer leur autonomie, et appuyer l'ouverture de chaque université autour de son entourage, donc son environnement socio-économique. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé les 4 sessions de webinaires qui ont toujours pour objectif d'échanger, démystifier les notions autour de la pédagogie et de monter crescendo. On a démarré avec une séance autour de la continuité pédagogique, une autre autour de scénario d'apprentissage, l'évaluation en ligne et aujourd'hui, le retour des étudiants. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va clôturer en beauté ces 4 sessions en remettant les choses dans l'ordre et en mettant les étudiants au centre du débat. En fait, il y a une idée répandue qui dit que ces espaces de pédagogie ou de Learning Lab sont des vases clos, où des enseignants développent les choses, on va dire, in vitro pour la pédagogie et pour les étudiants. En fait, que nenni, ce sont des endroits vivants pour développer et tester in vivo des approches en symbiose entre les étudiants et les enseignants. Du coup, nous avons profité de cette crise sanitaire et le passage brutal à l'enseignement à distance pour demander aux premiers intéressés, les étudiants, leur retour d'expérience, loin des conclusions qu'on fait pour eux et à leur place. Donc la parole est aujourd'hui aux jeunes. Bon séminaire. À toi, Eric. Merci Wajdi pour cette introduction qui replace bien les choses dans leur contexte. Oui, c'est ça, on se retrouve donc
avec ce projet dans un contexte tout à fait particulier où on est passé de l'enseignement 100% pratiquement présentiel à un enseignement qui est maintenant aussi 100% distant. Donc, de gros changements pour les enseignants. Les enseignants ont pu s'exprimer lors des séances précédentes. On a essayé de voir quelles étaient les mesures à prendre. Et puis, on s'est dit, bah, effectivement, et là, je suis très heureux d'animer cette session, bah, qu'il va falloir peut-être demander l'avis des étudiants, qui sont les principaux concernés par ces changements. Et donc, l'idée, c'est qu'ils nous fassent effectivement, comme tu l'as dit, un retour sur la période qu'ils sont en train de vivre. Alors, ce qui est intéressant dans cette séance, c'est qu'on a 4 étudiants et étudiantes avec nous. Et puis, bah, on en a donc Mariam qui est donc pardon, j'ai un doute, Mariam, vous êtes en Égypte, effectivement. On a Claude Sophia qui est donc au Liban, on a Ahmed en Tunisie et Diandra qui se trouve en Suisse à Fribourg. Alors, je vais tout de suite vous passer la parole et puis peut-être vous poser la question de finalement, d'abord de vous présenter un petit peu, peut-être nous dire par exemple dans quel cursus vous étudiez et puis ensuite nous dire mais finalement c'est quoi qui a changé dans votre vie d'étudiant depuis qu'on est passé maintenant à distance et comment vous avez vécu ça en essayant d'être relativement court parce qu'on reviendra sur cette question en essayant d'être de plus en plus précis sur les points qu'on aborde. Mais allez-y, dites-nous un petit peu votre ressenti. On peut commencer peut-être par Mariam. Comment ça se passe, la vie d'étudiante en Égypte, Mariam, lorsqu'on passe 100% à distance? Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mariam El Hawari. Je suis étudiante en 3e année à l'Université d'Alexandrie en Égypte, licence information communication. Pour moi, la pandémie Covid-19 a vraiment bouleversé ma vie d'étudiant parce que le changement soudain ou la transition n'était pas souple. Il y a plusieurs défis, mais le principal défi est le fait que je suis très autonome maintenant. Si j'ai des problèmes en étudiant, je dois toujours chercher les réponses et l'information pertinente. Mais c'est ça, c'est très difficile parce que je ne suis pas très habituée à ce fait. De plus, il y a aussi le problème que je dois toujours me motiver. Alors, il y a un manque de motivation pour tous les étudiants égyptiens. Et même si je suis très stressée ou il y a plusieurs problèmes, on ne peut pas nier l'impact psychologique du Covid-19 sur les étudiants. Il y a un impact psychologique, physique et mental immense. Alors, j'essaye de rester positive, de continuer mes études et le progrès, mais c'est difficile. Merci Mariam pour ce retour. Claude Sophia, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots? Pensez à mettre votre micro, je crois qu'il est arrêté. Je suis Claude Sophia Dahdah, étudiante ingénierie informatique télécommunication à AEL Université Beyrouth, Liban. La situation politique et médicale actuelle de mon pays me rend anxieuse mais plus responsable. Quant à mes études, heureusement, je prends mes sessions online de mon domicile au Liban Nord et non pas à l'université à Beyrouth. J'ai été réjouie quand on m'a prévenu que les sessions seront online. Au début, j'étais inquiète de cette décision car c'était pour moi une nouvelle méthode d'enseignement. La durée de chaque matière est 90 minutes et présentée 2 fois par semaine via Zoom ou Google Meet application. Les sessions sont enregistrées et sont envoyées avec les leçons, les livres, PowerPoint, Notes et le devoir sur Google Classroom. Les applications étaient tellement faciles que je m'étais bien adaptée à les utiliser. Parfois, la connexion est lente ou interrompue et l'électricité ici au Liban n'est pas stable. J'aurais dû reprendre les sessions, enregistrer et prendre des notes de nouveau. Les examens, parfois, on a une auto-évaluation est donnée à la fin de chaque évaluation. Cette méthode est rassurante. J'ai bien aimé cette alternative offerte par l'université. En plus, il y a une flexibilité et adaptabilité à n'importe quel lieu où je me trouve.
Je préfère prendre mes cours online après cette crise et les examens, les leçons appliquées au laboratoire dans l'université. D'accord, merci Claude Sophia. Donc je comprends que vous finalement vous avez découvert quelque chose de nouveau et vous en gardez quand même une idée positive. Vous avez envie de garder une partie des enseignements en ligne pour la suite. On reviendra sur cette question tout à l'heure. Peut-être Diandra, si vous voulez intervenir maintenant. À Fribourg, en Suisse, je crois qu'on ne vous entend pas, Diandra. C'est peut-être le micro qui doit être désactivé. Ah, tout à l'heure, ça fonctionnait. Pendant que vous activez votre micro, je vais demander à Ahmed d'intervenir. Hein. Comme ça, vous prenez quelques minutes pour régler votre micro. OK. Ahmed, donc vous êtes à Sousse en Tunisie, si je ne me trompe pas, à l'université de Sousse. Comment ça se passe, ce passage de l'enseignement en ligne? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Et par la même occasion, je vous souhaite bonne continuation dans votre programme et plein de succès dans vos futures initiatives. Je me présente, Ahmed Chibani, étudiant de l'ISITCOM Université de Sousse, inscrit à un double master, master professionnel services et sécurité de réseau et un master en alternance système, services et applications pour l'Internet des objets, que notre établissement a lancé avec un partenariat d'IBM académique. Donc, avant cette épidémie, il était programmé que nous faisons un stage d'alternance avec en moyenne d'une ou deux cours présentiels au sein de notre établissement. Bien sûr, après terminer le programme de notre master sécurité services informatiques. Mais après le confinement et l'annonce de la quarantaine dans une durée indéfinie, nous avions arrêté les cours présentiels, mais pour cette décision n'affecte pas notre avancement. Nous avons passé à l'enseignement à distance pour la continuité de notre formation. Ce qui a changé lorsqu'on a commencé l'enseignement à distance, c'est que dans l'enseignement à distance, je suis devenu hésitant de poser mes questions parce que le temps de penser à poser mes questions, je perds ma fil et le moindre chose pourra me faire perdre ma concentration. D'une manière ou d'une autre, cela a affecté ma compréhension. Vraiment, nous étions surchargés par le travail à distance qui est nos stages d'alternance et en même temps les cours d'une façon qu'on n'a pas le temps de revoir nos cours car nous sommes encore engagés par nos occupations intérieures de domicile. Et même comme ce que Siouji vient de dire tout de suite, aujourd'hui j'ai encore un parallèle avec notre webinaire. Et bon, j'ai l'honneur d'être présente avec vous pour partager mon expérience. Donc, c'est pour cela que je profite le maximum durant notre cours à distance de me concentrer à la présentation, qui était un défi que je dois le passer. Il y aura des difficultés que je dois les surmonter. Comme j'ai que 3 minutes, je veux passer les paroles à mes autres invités. Dans le prochain tour, je vais vous parler de mon expérience à l'enseignement à distance et mon point de vue selon les difficultés que j'ai vécues. Merci pour votre retour. J'ai quand même une question, enfin 2 petites questions pour bien comprendre votre situation. Donc moi j'ai compris que vous étiez en stage. Donc ma question ça serait, mais comment se fait-il que le stage puisse
malgré tout se dérouler. Donc j'imagine que c'est un stage à distance. Et puis vous dites des problèmes de concentration. J'ai l'impression que l'essentiel de vos cours sont des cours en synchrone, c'est-à-dire des enseignements par l'intermédiaire d'un enseignant qui, avec une application de type Zoom ou Teams, présente son cours à distance. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Bon, vous pouvez me répéter votre question? La question, c'est est-ce que le stage, d'abord, se déroule bien à distance? Bon, les stages, même les stages, et finalement, les stages et les cours se déroulent bien, mais avant, les défis, c'était comment je peux adapter cette, comment dire, adapter durant le confinement à la maison, m'adapter pour travailler à distance en même temps et pour assister à les cours, et même pour surmonter les problèmes de travail. Et par exemple, à certains moments qu'on a besoin de connecter un serveur à distance, on est obligé de contacter le superviseur. Le superviseur va contacter le technicien va contacter lui-même les responsables pour nous donner l'accès à ces serveurs. C'est pas comme le présentiel. Dans le présentiel, on passe pas ce temps-là pour avoir l'accès à des serveurs dont on travaille. Et même chose pour les cours à distance. En premier temps, les défis, pour la majorité de nos professeurs n'avaient pas une idée claire de la plateforme qui les aidera à dispenser leurs cours facilement. Certains d'eux, c'était la première expérience, d'autres ont des plateformes, mais les défis, c'était planifier et présenter des cours en ligne qui étaient un travail supplémentaire. Et même de voir combien de temps avait-il besoin pour terminer le programme. C'est pareil pour le travail à distance. Le travail à distance, j'étais obligé de faire des démos et de faire des rapports de travail. À chaque fois que j'ai terminé une tâche, j'étais obligé de les faire et de les présenter. D'accord, je comprends. Donc des complications supplémentaires qui rendent difficile le travail. Diandra, est-ce que vous avez pu récupérer le son? Alors, on ne vous entend pas. Alors, ce qu'on va faire, Andra, ce que je vous propose, c'est que peut-être Elsa ou Laura vont peut-être interagir avec vous. Est-ce que ça va? Oui, je pense que c'est parce que vous avez mis votre casque. On vous entend très bien là. Allez-y. Donc, Diandra, vous êtes à l'université de Fribourg. Et puis, donc, ce que je vous demandais, c'est donc de raconter un petit peu l'expérience que vous aviez eue de point de vue du suivi de votre master en anglais et en sciences de l'éducation. Je me permets juste de prendre la parole. Du coup, Diandra, je crois que vous avez redésactivé votre micro. Mais par contre, ça fonctionne maintenant que vous avez enlevé votre casque. Ouais. Il faut réactiver votre micro. Le micro. Sur l'écran. Sur l'interface, vous avez la possibilité de cliquer sur micro. Je ne pense pas que j'ai la possibilité de le faire de mon côté. Voilà. C'est bon. Ça marche. Parfait. Ok, alors je l'avais tapé par hasard, je pense. Voilà. Alors, moi, c'est Diandra, j'étudie à l'anglais et sciences de l'éducation. Je suis en 2e année. Alors, moi, je dois dire, vu que je suis en master et à la dernière année, je n'ai pas eu beaucoup de cours avant cette crise de Covid. Donc, j'avais que 2 cours, un en anglais, un pour un cours supplémentaire que que c'est pas obligatoire, mais je le suis juste pour plaisir. Et là, pour les 2 cours, en tout cas, tous les professeurs, ils ont dû vraiment s'adapter tout de suite à cette modalité à distance qu'avant on faisait pas. On était vraiment tout le temps à distance. Donc, mais pour moi, comme pour la vie d'étudiant, je dois dire, ça n'a pas changé grand-chose, vu que j'étais déjà habituée à travailler chez moi ou à la bibliothèque de l'université. Donc, je me déroulais déjà bien à distance, et même s'il y avait les cours en présence avant, mais une fois qu'on a reçu, les professeurs se sont adaptés à cette nouvelle modalité d'enseignement à distance. Je dois dire la seule chose que je
j'ai dû m'adapter un petit peu. C'était juste vraiment l'organisation. Le point de vue organisationnel, c'était un point important pour moi. Parce que vu que j'ai aussi un job à côté, je devrais réussir à mélanger les deux, à les faire croiser. Donc, ce n'était pas comme avant qu'il y avait l'horaire fixe où tout va au cours. Mais cette fois, c'était vraiment à moi d'établir comme un planning de la semaine et dédier au moins 2 heures ou 3 heures aux cours à distance. Voilà. Et pour les cours à distance, dans mon cas, les professeurs, ils ont décidé d'enregistrer de l'audio sur les présentations PowerPoint. Donc, nous, on recevait le lien pour accéder au cours et on pouvait passer slide par slide. Voilà, on entendait le prof parler. Sinon, notre modalité, on avait le professeur c'était pas vidéoconférence comme maintenant, mais c'est le professeur qui s'est auto-enregistré, il a créé en vidéo de soi-même et après, il expliquait slide par slide, voilà. Ce que j'ai bien aimé de ça, c'est vraiment que tu peux te prendre ton temps, le temps qu'on veut, pour écouter des trucs qu'on n'a pas compris, voilà. On pouvait vraiment retourner sur des questions ou des slides qu'on n'avait pas du tout compris. Et après, sinon, on pouvait poser des questions par la modalité forum, voilà, dans mon cas, voilà. Et après, la modalité d'évaluation, dans mon cas, c'était le quiz. Donc, chaque professeur, il préparait une série de questions après chaque présentation et nous, on devait y répondre au moins dans une délai de 2 semaines. Voilà. On voulait juste répondre aux questions, pas de manière trop approfondie, juste 2-3 phrases, voilà. Mais ils devaient voir si on avait vraiment compris et après, si jamais, on pouvait leur contacter sur le forum. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Alors, pour continuer, c'est intéressant quand vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les modalités que vous avez eues dont vous avez bénéficié du point de vue des interactions. J'ai compris le forum, j'ai compris les vidéos en ligne, j'ai compris des modalités d'évaluation par QCM. Est-ce que pour les autres d'entre vous, vous avez d'autres modalités que vous avez pu vivre? Est-ce que quelqu'un peut nous dire un petit peu si vous avez eu des façons différentes de faire cours pour vos cours à vous? Claude Sophia, je vois que vous avez mis votre micro. Vous avez d'autres façons? Non, elle a coupé. Ahmed, vous vouliez dire quelque chose, oui? Dans notre cas ici à Tunis, on a déjà notre plateforme d'enseignement à distance virtuelle IVT, Université virtuelle de Tunis. Notre modalité, c'était qu'on combine on profite de ces avantages de cette plateforme avec les outils tels que Microsoft Teams, Zoom, et en même temps, on utilise les cours. Par exemple, dans notre master d'alternance, on a un partenaire avec IBM. On doit passer des certifs. On a encore plus l'accès à leur plateforme pour suivre les cours en ligne. Et en même temps, nos enseignants utilisent les outils tels que Microsoft Teams pour revoir le cours ensemble et pour plus d'explications, et pour les tests et les comptes rendus et les cours à livrer ou bien les contenus qui étaient modifiés par notre enseignant pour l'adapter à l'enseignement à distance et déposer dans la plateforme IVT, Université virtuelle Tunis. D'accord, ce que je comprends, donc, c'est qu'un peu comme à Fribourg, il y a une plateforme officielle d'utilisation. Je pense qu'à Fribourg, Diandra a dû utiliser, j'imagine, Moodle. Et donc, vous avez eu des outils, mais par contre, une diversité d'outils qui ont aussi été utilisés ou visiblement, les outils institutionnels n'étaient peut-être pas tous suffisants pour pouvoir continuer à travailler avec vos enseignants. Claude Sophia, vous avez été interrompu finalement tout à l'heure. Comment ça s'est passé pour vous à Beyrouth du point de vue des modalités d'enseignement? Ça ressemble beaucoup à ce qu'elle a dit Diandra. D'accord. C'est la même chose. C'est la même chose. D'accord.
Et on peut les revoir à nouveau dans notre temps et le plan de... Merci. J'ai entendu en vous écoutant donc des aspects négatifs avec la difficulté à concilier peut-être des difficultés techniques, des difficultés de connexion et également de nouvelles façons d'interagir, mais aussi un intérêt pour ces nouvelles modalités qui, par certains côtés, vous avez pu en tirer un certain bénéfice. Mais j'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes senti préparé à ça? Je crois qu'on a entendu du côté des enseignants qu'ils n'étaient pas préparés à enseigner à distance, et je crois que vous l'avez dit vous-même, vous avez vu des enseignants qui, peut-être pas tous, mais en tout cas certains qui ont eu des difficultés à rentrer dans ces nouvelles modalités d'enseignement, mais peut-être qu'apprendre aussi à distance, c'est aussi de nouvelles façons d'apprendre. Et j'ai entendu du côté de Mariam tout à l'heure peut-être du stress. Et est-ce que Mariam, vous mettez en lien ce stress avec peut-être une impréparation par rapport à ces nouvelles modalités, ou c'est d'autres choses? En tout cas, la question, c'est est-ce que vous vous sentiez préparé? Par exemple, est-ce que vous aviez eu déjà des cours à distance? Ça serait intéressant de le savoir. Ok. Dans mon cas, je pense que j'ai de la chance parce que je suis une étudiante de licence information communication. Donc, je suis habituée à utiliser les technologies d'information et de communication. Je sais comment utiliser les Moodle, Google Classroom, tous ces outils. Mais vraiment, je pense que c'était un manque de... Je pense qu'il y avait des professeurs qui n'avaient pas la connaissance, ils ne savaient pas comment utiliser ces outils. Alors, en Égypte, il y avait trois formes de cours. Il y avait les cours qui sont entièrement enregistrés audio. Et après, si j'ai des questions, je peux envoyer un mail à mon professeur. Mais dans ces cours, il y avait vraiment un manque d'interaction. Il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas d'innovation. C'était comme, je prends l'information seulement et je ne peux pas, il n'y a pas de communication. Donc, j'ai détesté cette forme. Il y avait aussi la forme de entièrement sur une session sur Zoom, qui n'est pas du tout pratique parce qu'il y a un problème d'Internet dans le monde entier. Il y a du stress, on ne peut pas, l'infrastructure n'est pas stable en Égypte. Alors, je pense que cette façon, c'est pas pratique. Et de plus, c'était très ennuyeux de rester pendant 1 heure ou 2 heures à apprendre et à entendre le professeur expliquer des trucs. Et il y a ce que j'ai aimé, c'est le mix. Alors, c'est les cours, la partie théorique, elle était enregistrée. Et le pratique, c'est sur Zoom. Alors, si on a des problèmes, comme par exemple dans le cours de programmation, il y a des codes. Alors, toutes les erreurs de syntaxe, si je suis seule, je serai très démotivée quand avec chaque code, il y a des erreurs. Alors, sur Zoom, on peut régler l'affaire avec le professeur, on peut poser des questions, on peut discuter les travaux à remettre. Alors, c'était le cas en Égypte. Merci Mariam, merci beaucoup pour ce retour. Si d'autres étudiants veulent intervenir sur cette question également des modalités, ce qui m'intéresserait parmi les modalités aussi qui ont été assez peu abordées, c'est la question de l'évaluation. Tout à l'heure, on a entendu parler des QCM qui ont été donnés à Fribourg. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir, parce que c'est quelque chose dont on a vu en tout cas que ces questions de modalités d'évaluation et plus spécifiquement aussi d'examen, c'est encore deux choses différentes. Mais on voyait les difficultés du côté des enseignants à mettre en place des choses pertinentes pour les étudiants. Et sur ces questions-là, comment réagissez-vous? Quelle est votre expérience? Je prends la parole. Hein. Oui, Ahmed. Et puis après, on passera la parole à Diandra, qui me semble a hoché la tête. Oui. Comme ce que Mariam vient de dire, j'ai eu l'occasion que j'étais dans le... Je suis inscrit dans un domaine de nouvelles technologies. Pour cela, l'enseignement à distance, c'était pas ma première expérience. Mais pour moi, je divise l'enseignement à distance en deux catégories. La première, les formations en ligne spécialisées. Et la deuxième, les MOOC et les cours par correspondance. On parle aussi des téléenseignements caractérisés par un enseignement dispensé par un établissement et ses professeurs. Dans le premier type, est orienté pratique. Le contenu est spécifique et bien révisé par des groupes d'experts et spécialistes dans le domaine.
alors que les secondes suivent les systèmes pédagogiques. Ici, nous parlons du tahsil almi en Tunisie, comme on l'appelle. Les défis comme je viens de vous dire tout de suite, l'enseignement, c'était dispenser les cours facilement, utiliser ces plateformes et les combiner entre eux pour avoir une infrastructure bien fertile pour les cours à distance. Et pour terminer, ils doivent estimer le temps pour terminer leur programme en prendre compte les problèmes techniques et la disponibilité. Par contre, pour nous, les étudiants, c'était d'assurer plus de concentration, interaction avec l'enseignant, ainsi que de comprendre et attirer plus possible d'informations. Mais par conséquent, l'enseignement à distance est une solution, on peut dire que c'est une solution pratique, flexible, mais nous ne pouvons pas compter sur lui uniquement en tant qu'établissement d'enseignants. Merci Ahmed. Je vais essayer de passer la parole aussi à nos autres étudiants. Je crois qu'on a compris effectivement l'intérêt que vous portez à l'enseignement à distance. Diandra, du point de vue de l'évaluation, du point de vue est-ce que vous avez des éléments du côté de Fribourg autres que les QCM que vous avez mentionnés tout à l'heure? Alors, dans mon expérience personnelle, c'était vraiment simplement de répondre aux questions, 6 questions maximum pour chaque semaine, voilà, mais de façon très brève, donc il fallait pas approfondir trop, c'était juste vraiment réexpliquer ce qu'on avait lu dans les cours à distance, voilà, ou par l'audio du professeur, hein, voilà. Donc, ce que j'ai dit avant, c'était plutôt les quiz, plutôt que les QCM, le quiz. Ils nous envoyaient 6 questions chaque semaine et nous, il fallait répondre dans une délai. Voilà. Voilà, c'était à nous de gérer si on voulait répondre tout de suite qu'on avait fini d'étudier le matériel, voilà. Ou sinon, on se prenait plus de temps. Mais en tout cas, on avait un délai de réponse. Et c'était une évaluation de type formative avec l'idée de vous accompagner dans vos apprentissages. Ce n'était pas un examen, si je comprends bien de ce dont vous parlez. Formative, je dirais vraiment, je dirais pas vraiment. Dans mon cas, c'était plutôt vraiment sommative pour voir, ok, je vois que vous avez bien répondu à ces questions-là. Oui, alors vous obtenez 2 points sur 2, voilà, tout comme ça. Très sommative. Après aussi, c'était pour pour évaluer la présence, voilà, vu qu'on ne pouvait pas évaluer la présence en physique, sur présence, voilà, parce que chez moi, dans mon cas, dans la plupart de mes cours, il fallait signer que tu es là en présence, mais vu que c'était plus possible, avec le quiz à distance, on pouvait dire, ok, cet étudiant-là, vu qu'il a répondu aux questions, il est aussi évalué comme présente, voilà. Donc, c'était un peu un mélange entre les deux, présence et évaluation. Voilà. C'était plus une présence physique, mais une présence cognitive qu'il fallait vérifier. Il y a une question qui est dans le chat. Est-ce que vous avez eu des auto-évaluations qui ont été données dans vos enseignements? Ou est-ce que c'était des évaluations qui vous étaient... Enfin, est-ce qu'on vous a demandé de vous auto-évaluer ou est-ce que c'était forcément une évaluation qui était conduite par l'enseignant? Claude Sophia, vous voulez intervenir? On a utilisé Moodle avec Dr Bilal Saïd. On avait une auto-évaluation et donnée à la fin de chaque évaluation. Et après, on a fait une petite interview avec 5 minutes. C'était pour 5 minutes avec chaque étudiant. D'accord, chaque étudiant pouvait pendant 5 minutes s'auto-évaluer, vérifier l'acquisition des... Et ça, c'était à quelle fréquence? C'est pour rassurer que l'étudiant était sur son ordinateur et il a travaillé tout seul. D'accord. Et il sait les réponses.
Donc les enseignants ont mis en place, comme à Fribourg, une méthode qui permettait de vérifier la présence cognitive des étudiants au cours. Mariam, je vois que vous avez levé la main. Allez, donc vous avez une bonne maîtrise, là, j'ai l'impression, des outils de conférence à distance. Vous commencez à bien connaître les outils. Je vous passe la parole. Ok. En Égypte, malheureusement, la modalité d'évaluation restait toujours des travaux à remettre. Type genre quiz, des questions à répondre, case studies, tout cela. Personnellement, je comprends que les devoirs et les travaux à remettre, ça aide les professeurs à évaluer notre performance, mais j'aurais beaucoup aimé s'il y a des sortes de présentations, des vidéos à préparer. Par exemple, on explique une partie de la leçon, faire une sorte de classe inversée, par exemple. Alors, il n'y avait pas de discussion, on n'utilisait pas des outils collaboratifs, ce que je veux dire. Il n'y avait pas du travail de groupe. Alors, c'était le cas en Égypte. Oui. D'accord, merci. Il y a une question qui est venue dans le chat que je voudrais quand même vous poser avant de passer à un autre sujet. C'est la question, mais on a l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez utilisé des outils qui sont très différents. On a vu les plateformes institutionnelles, on a vu les outils qu'ont rajouté les enseignants quand ils n'avaient pas les bons outils. La question que je me pose, c'est est-ce que vous avez proposé des outils pour complexifier encore l'affaire? Est-ce que vous avez eu le droit au chapitre, en fait, de proposer des choses auprès de vos enseignants? Et puis de manière aussi un peu plus générale, comment vous avez fait pour gérer cette complexité technique? Quand on rentre dans une salle de classe, c'est plutôt simple, on ouvre la porte, on s'assied, et on prend son carnet de notes. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est un peu ce que disait Ahmed aussi tout à l'heure, ça a beaucoup complexifié les choses. Et qu'est-ce que vous avez trouvé comment vous avez réussi à vous y retrouver dans cette complexité? Qu'est-ce qui veut intervenir? Ahmed, tu veux parler? Ouais. Bon, pour répondre à ces questions-là, donc on prend les décisions, on prend des décisions, comment dire, des décisions unanimité avec l'enseignant et nous-mêmes en tant qu'étudiants pour voir quelle est la plateforme convenable pour nous tous pour dispenser les cours et pour les tests, les quiz et les cours ou bien les comptes rendus à déposer, on a une plateforme déjà dédiée et créée par l'Université des Sousse. Et pour les projets, l'évaluation, c'est comme dit Mariam tout de suite, c'est pareil, c'est avec des projets ou des comptes rendus à déposer par la suite. Et à la fin du cours, on a des QCM ou bien des questions directes à répondre pour voir si on a bien compris. D'accord, donc aussi de grandes différences de modalités, enfin de nombreuses modalités d'interaction. Donc je renouvelle ma question. Il y a ces deux questions en fait. Est-ce que vous avez pu influer sur la manière dont les cours étaient donnés, déposés par les enseignants, ou d'une manière ou d'une autre, et comment vous êtes débrouillé dans cette complexité? Diandra, vous voulez dire quelque chose? Oui. Alors aussi dans mon cas, la prof, dans mon cas, elle avait posé la question si pour nous en tant qu'étudiants, ça jouait mieux, ça marchait mieux pour nous, la modalité enregistrement de la vidéo du prof qui parlait, et après elle expliquait chaque slide, ou plutôt si c'était mieux l'audio, simplement l'audio et pas voir le professeur. Donc on avait juste que la présentation, mais avec l'explication audio de chaque slide. Et là, je dois dire, presque à l'unanimité, on a opté pour plutôt pour la vidéo, voilà, laquelle c'était un peu comme pour garder la présence, mais à distance, voilà, au même temps, voilà. Donc là, on a pu choisir aussi, nous, la modalité qu'on préférait, voilà. Mariam et Claude Sophia, vous avez pu aussi influer un petit peu sur la manière dont les cours étaient déposés. Vous avez eu Mariam, vous aviez l'air de dire tout à l'heure que la communication passait surtout dans un sens avec certains enseignants, mais est-ce que peut-être avec d'autres enseignants ou Claude Sophia, vous avez pu proposer des choses de votre côté? Alors peut-être on peut aussi élargir la question, c'est maintenant, si vous avez envie de passer
un message à vos enseignants aussi, quel message vous feriez passer, quelle demande vous exprimeriez? Cette vidéo va rester sur la toile pour la postérité et donc c'est peut-être l'occasion de dire aux enseignants quels seraient les conseils que vous donneriez à vos enseignants pour enseigner, sachant que, en fonction de vos conditions de travail, en fonction de vos possibilités de travail. Claude Sophia. Mes remerciements pour mes enseignants pour tous leurs efforts, bien remarqués pour la préparation idéale des PowerPoint pour expliquer les leçons. Mais j'aimerais bien qu'ils remarquent qu'il y a parfois de précieuses minutes perdues pendant notre examen online. D'accord, je comprends qu'effectivement, pour des questions techniques, il faudrait rajouter un pourcentage de temps à l'examen en ligne pour des problèmes, j'imagine, de connexion ou de mise en place des choses. Donc, peut-être plus généralement aussi, de prendre plus en compte le temps nécessaire pour les activités. C'est un peu ça que je comprends d'une manière générale. Mariam, vous aviez commencé un peu par ça tout à l'heure en disant vous avez une certaine insatisfaction par rapport à certaines pratiques et finalement, quelles seraient les bonnes, les mauvaises pratiques qui vous concernent, mais qui probablement concernent de nombreux étudiants dans votre cas? Oui, alors pour moi, je dois tout d'abord remercier mes professeurs pour tous les efforts, et je souhaite qu'on continue à utiliser certains outils que j'aimais beaucoup. J'aimais utiliser les modèles dans toutes les matières, pas seulement dans quelques matières, parce que j'ai trouvé que les Moodle aident vraiment le professeur et les étudiants à organiser, à bien gérer la matière, comme on dit en arabe, يعني ضبطنا المادة. Et aussi, je dois dire qu'il faut être flexible et il faut ne pas surmener parce que j'ai l'air qu'il y a plusieurs professeurs parce que c'est pas les modalités d'évaluation traditionnelles. Alors, on a beaucoup plus de travail parce qu'ils veulent s'assurer qu'on comprend bien tout cela, mais vraiment, c'est difficile d'avoir 7 travaux à remettre pendant une semaine. Alors, on doit mettre en considération qu'on est dans une situation qui n'est pas normale. Et courage à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Mariam pour ce retour. Donc là aussi, ça va dans le sens d'une meilleure gestion du temps ou de prise en compte du temps. Diandra, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'ai aussi entendu par des collègues à l'université, des étudiants comme moi, j'ai pu leur demander comment ça s'est passé chez eux, parce que eux, évidemment, ils avaient plus de cours que moi, vu que je suis déjà à la fin. Mais eux, j'ai vu aussi qu'ils ont eu le même problème que toi cité, Mariam, qu'ils se sont vraiment submergés de travail là, dans des délais très très courts. Et il avait beaucoup trop de travail à faire en même temps avec des autres cours d'une autre branche peut-être. Et pour eux aussi, c'était un peu difficile d'arriver à gérer tout sans considérer qu'on est dans la situation, c'est vraiment spécial. Voilà. À mon avis, un message que j'aimerais aussi faire passer, c'est prendre vraiment en compte ces situations exceptionnelles et peut-être oser peut-être couper quelque chose, enlever quelque chose, mais pas. C'est pas que tout peut être vraiment déplacé à distance, à mon avis. Il faut vraiment bien voir qu'est-ce que ça peut être, c'est ce que ça joue en ligne, qu'est-ce que ça joue pas en ligne, à mon avis. Il faut bien adapter le plus. Ouais. D'accord. Ahmed, vous vouliez passer un message aux enseignants peut-être en leur faisant une demande spécifique du point de vue des modalités ou des points de vigilance pour que les choses se passent bien du côté des étudiants aussi, selon votre point de vue, selon le point de vue de vos collègues dans la même promotion, par exemple. Ahmed? Ah, c'est bloqué. Apparemment, il
il y a une coupure de son côté. Alors, peut-être on va terminer. J'ai quand même une dernière question. Là, on a passé une crise, donc on espère tous que cette crise va se terminer. Mais en tout cas, c'était... Oui, Ahmed. Alors, je reviens sur la question que j'étais en train de poser. Désolé, c'était la connexion. Oui, j'ai compris. La question, c'était finalement un message, brièvement, quel serait le message que vous auriez envie de faire passer à vos enseignants pour que les choses se passent bien de votre côté? Ok. Je tiens à remercier tous mes enseignants, les responsables pour ces efforts, la maintenir de la qualité et les sacrifices. Je remercie encore d'avoir enrichi nos connaissances et de nous avoir guidés durant toute cette année et avoir montré les clés de succès et avoir la confiance en soi et en ses capacités, croire en soi et toujours tenter de se dépasser. Je tiens généralement à dire aux enseignants et les professeurs universitaires que leur cours présentiel peut ne pas être valable et adapté toujours à l'enseignement à distance. Par conséquent, une stratégie spéciale est nécessaire pour faire réussir leurs cours en ligne. D'accord, donc il va falloir prendre en compte des spécificités, je comprends, de la distance et que la situation effectivement est différente de l'enseignement présentiel. Il ne s'agit pas simplement de prendre l'enseignement présentiel et le mettre à distance, mais de réfléchir à de nouvelles modalités. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a besoin du soutien des enseignants aussi, y compris à distance. Mariam, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je souhaite personnellement que je pense qu'il y a certaines matières qu'on peut faire la transition enseignement à distance, comme les matières qui sont obligatoires dans toute l'université, comme droit de l'homme par exemple. Je pense que ces matières, parce qu'il y a un grand nombre d'étudiants, on peut seulement régler cette affaire, un problème de place dans l'université et prendre ces cours en ligne. Mais on doit appliquer toujours des outils collaboratifs, des outils de mind mapping, brainstorming par exemple, comme Canvas, tout cela. Alors je pense que c'est une suggestion très... J'aime cette suggestion, je ne sais pas. D'accord, c'était un peu la question que j'allais poser. Vous commencez à anticiper la réponse parce que finalement, on a vécu cette crise du Covid qui nous a tous obligés à faire des choses qu'on n'avait pas forcément envie de faire, enseigner en ligne ou apprendre en ligne. Mais en tout cas, on a tous appris quelque chose. Donc maintenant, vous êtes les étudiants, c'est vous qui allez inventer le monde d'après. C'est quoi votre monde d'après? C'est un monde où on va supprimer l'enseignement en ligne, on va revenir à la situation de départ, ou comme vous le dites, Mariam, c'est un monde finalement où on va intégrer une partie de certains enseignements à distance, comme vous proposez de le faire, en tout cas pour des cours qui sont partagés par un grand nombre d'étudiants. Est-ce qu'on pourrait avoir les avis de Claude Sophia et de Diandra par rapport à ça, et puis Ahmed après? Oui, j'ai bien aimé cette alternative. Et je préfère prendre les cours même après cette crise online et les examens et les pratiques à l'université, dans les laboratoires de l'université. D'accord, donc un enseignement hybride où on pourrait effectivement, lorsque c'est possible, mettre les choses en ligne. Diandra, vous avez l'air d'acquiescer aussi? Oui, moi je suis tout à fait en accord. Moi j'opterais aussi pour un enseignement plutôt hybride que garder tout en présence, voilà. Mais après, par expérience, en parlant avec des autres étudiants, j'ai vu que l'enseignement à distance ou même hybride, ça va être plus spécifique selon la branche qu'on étudie finalement. Ça peut pas être le même partout. Parce que là, à mon avis, il faudrait vraiment prendre en compte toutes les spécificités de chaque branche. Pour certains, je pense que ça va jouer mieux en ligne, comme par exemple simplement faire des travaux écrits ou des projets, recherche. Là, on peut tout à fait le faire à la maison ou aller en bibliothèque, aller au laboratoire, voilà. Mais après, c'est l'étudiant qui va le faire chez soi ou en bibliothèque, voilà. Mais après, pour des autres,
peut-être ça peut pas jouer. Il faut qu'ils fassent la recherche peut-être sur place finalement. À mon avis, donc faudrait vraiment étudier l'enseignement à distance, l'adapter selon les spécificités. Voilà. Ça peut pas jouer pour tout, à mon avis. Mais la question, c'est... Alors moi, j'ai l'expérience d'un cours actuellement où mes étudiants viennent en présence ou à distance. Enfin, maintenant, ils sont tous à distance, mais ils avaient le choix. Est-ce que c'est une bonne modalité pour vous de pouvoir choisir? Ou vous pensez que ça peut poser des problèmes? Ouais. À mon avis, oui, parce que même selon la situation de l'étudiant, s'il peut ou s'il lui n'est pas possible peut-être de venir à telle heure, ou c'est plus difficile de venir à telle heure, tel jour, peut-être un enseignement à distance, ça pourrait jouer. Après, il faudrait demander le feedback aux étudiants. Il pourrait peut-être faire comme un test au début, une phase test, voir si en présence, si ça joue pour tout le monde, ou sinon, s'il y a quelqu'un qui a des difficultés pour telle raison, voilà, difficultés. Moi, j'avais eu un exemple, j'avais une étudiante qui venait, il fallait 1 heure de train pour arriver à l'université, et s'il y a des accidents, suppression, voilà, c'était un peu difficile pour elle de venir à telle heure, à tel jour. Donc, à mon avis, ça serait bien d'envisager comme phase test et voir si ça peut jouer ou pas. Merci. Voilà. Mariam voulait dire un mot. Je repasse la parole ensuite à Ahmed, parce que je pense que vous voulez intervenir là-dessus, Mariam. Oui, j'aime beaucoup ce choix de choisir si on veut apprendre en présentiel ou en ligne, parce que j'ai l'air que j'ai parlé beaucoup des inconvénients du choc de l'apprentissage à distance, mais vraiment, il y a beaucoup d'avantages que je n'ai pas mentionnés, une desquelles il y a l'avantage qu'on ne perd pas du temps dans les moyens de transport. On peut, Ahmed vient de dire qu'il y a beaucoup de distractions, mais pour moi, je sens que je suis plus concentrée. Il n'y a pas du bruit, il n'y a pas des personnes qui entrent et qui sortent de la classe. Pour moi, je sens que j'apprends mieux à distance. Merci Mariam pour cette... Ahmed, de manière assez courte et concise, s'il vous plaît, simplement des conseils pour le monde d'après alors? Bon, je suis avec l'enseignement hybride est une solution pratique et flexible. Juste, je m'insiste que pour faire réussir l'enseignement hybride à distance et présentiel, on doit fournir l'environnement fertile et toutes les exigences pour une garantie à tous les étudiants l'accès aux cours en ligne facilement comme celui présentiel, car tout le monde n'a pas des ordinateurs et tout le monde n'a pas les moyens d'activer service Internet, et même certains d'entre eux vivant dans le campagne. Je ne veux pas dire que l'enseignement à distance n'est pas une solution, ou bien c'est mieux que, ou bien le présentiel c'est mieux qu'à distance, mais c'est qu'en présentiel on a beaucoup le contrôle avec la discussion avec le professeur, et même on peut gérer la communication ensemble plus que l'enseignement à distance. Et cela cela peut nous permettre de bien concentrer et de bien saisir l'information. Et il me semble que votre intervention ici, bon, elle est intéressante parce qu'elle montre effectivement qu'il n'y a pas in abstracto un enseignement qui est bien ou pas, mais ça dépend effectivement des conditions que vivent les étudiants et de leur possibilité d'accéder aux outils et aux connexions. Mais il me semblait que dans ce que vous dites aussi, il y avait autre chose. Il y avait la question de l'université. C'est pas juste un endroit où on apprend, c'est un endroit où on rencontre des collègues. Et tout à l'heure, Mariam disait, moi je me sens, c'est pas comme ça qu'elle disait les choses, mais c'est comme ça que je les ai comprises. Je me sens un peu isolé. Là, on fait des choses qui sont de l'enseignant à l'étudiant, mais on fait plus bien des choses entre étudiants. À l'université, j'imagine que vous mangez, que vous avez peut-être des activités culturelles. Comment vous voyez ces choses-là aujourd'hui, ces aspects qui ne relèvent pas strictement de l'enseignement? Est-ce que vous avez, vous, des interactions, j'imagine peut-être sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux? Comment ces activités, est-ce qu'elles perdurent ou est-ce qu'elles ont disparu? Ces relations extra-enseignement, mais qui étaient des relations au sein de l'université. Est-ce que vous avez
des choses à nous dire là-dessus? Bon, pour notre présence dans l'université, ça va nous permettre beaucoup plus une interaction et la communication et d'avoir beaucoup d'avantages, par exemple, pour notre, comment dire, je voulais dire que la discussion présentielle, c'est pas comme la discussion virtuelle. Même les sentiments, c'est qu'on sent parfois envoyer des emojis, c'est pas comme voir la sourire face to face. D'accord, ça je comprends pour l'enseignement, mais est-ce qu'il y a d'autres, je pose la question à Mariam Diandra ou Claude Sophia, est-ce que vous voyez effectivement des choses que vous avez perdues, autre chose que relative à l'enseignement? Mariam? Oui. Pour moi, j'ai fait un effort personnel. C'est moi qui ai contacté mes amis et moi. On s'est contacté sur Messenger, sur FaceTime, sur WhatsApp pour toujours discuter les cours, pour parler, pour tout cela. Elles me manquent tous. Mais le fait que c'est pas une partie du cours. Le professeur n'a pas mis de l'importance sur le fait qu'il doit être une interaction entre tous les étudiants. Ce que je vois, c'est un problème. On doit se communiquer, on doit parler avec. Il doit être un échange de connaissances. Merci. Mais oui. Merci Mariam. Diandra, vous voulez dire quelque chose? Alors, même si je n'ai pas eu cette expérience directe avec l'interaction avec l'enseignant à distance, comme toute la vidéoconférence, voilà. Là, je pense c'est vraiment moins que peut-être on planifie pas une partie dédiée à la discussion, interaction. Je pense que là, l'enseignant, il présuppose que les étudiants le fassent entre eux, je pense. C'est pour ça, au moins, c'est mon avis. C'est possible. Donc, mais peut-être ça serait mieux d'essayer au moins une fois par vidéoconférence de dédier au moins peut-être 15 minutes à la discussion parmi les étudiants, mais avec la possibilité de poser la question à l'enseignant même. Comme ça, je pense que l'interactivité c'est un peu plus forte, je pense. Claude Sophia, vous vouliez dire quelque chose sur tout ce qui est aussi autour des cours? Non. On va terminer là. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment intéressant d'avoir vos idées, vos avis. Peut-être on va demander à Wajdi, pardon, excuse-moi, je mets toujours le J au mauvais endroit. Du coup, tu as tout à fait le droit de m'appeler écrit ou comme tu veux. Hein. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de ce qui a été dédié? Quels sont les enseignements que tu retiens de cet échange? Alors, ça ne va pas être facile parce que les participants ont donné énormément de retours d'expérience. Je les remercie pour leur maturité, leur franchise, beaucoup de recul. Honnêtement, je suis épaté. C'est tout à leur honneur. Alors, je vais peut-être modérer un peu que les 4 étudiants qu'on a eu aujourd'hui viennent tous et toutes du système d'information ou de pédagogie. Donc, ils ont peut-être un peu plus de facilité que d'autres domaines, mais ils ont quand même réussi à nous donner quelques critiques pour qu'on puisse construire là-dessus. Alors, les points positifs que j'ai relevés tournent autour de l'autonomie, la responsabilité, la flexibilité des étudiants, apprendre à relever des défis tout seul. J'ai même entendu quelqu'un dire j'apprends mieux à distance. Ça va quand même piquer quelque part quelques collègues dans le vif. Je vous remercie pour la phrase. L'auto-évaluation est rassurante pour les étudiants, ça a été dit plusieurs fois. Et une solution sans doute pour les problèmes de transport de pas mal d'étudiants.
Le point négatif, c'est le premier qui sort, et c'est normal, c'est le moral dû au confinement. Donc, on a des problèmes de motivation, de concentration. J'espère qu'après cette période, ce point-là disparaîtra par lui-même. Il y a le manque de travail collaboratif à travers les plateformes, et surtout, ce qui est revenu très souvent, c'est l'hétérogénéité et la multitude des outils et des plateformes. Donc, lorsque on part comme ça, from the scratch, à partir d'une page blanche où tout le monde doit choisir ce qu'il veut un peu, on finit par submerger les étudiants par plusieurs outils, et ils finissent par être un peu perdus. Et ça, avec le temps, ça risque de partir tout seul, hein, je l'espère. J'ai aussi relevé, et tant mieux, que le côté humain, contact, relation, vie universitaire est importante, et qu'on est loin de faire des universités totalement virtuelles avec chacun dans son coin. Les étudiants sont encore frileux de contact avec les enseignants, etc. Ahmed a relevé le fait qu'en présentiel, il a plus de facilité, il ose plus poser la question, interagir avec l'enseignant qu'à distance. À suivre ce point-là. Moi, il y a un point que je veux relever sur cette première partie. Je veux remercier Mariam pour une remarque qui est assez déroutante pour les enseignants. En fait, les enseignants ont tendance à croire qu'il vaut mieux faire le théorique en synchrone et le pratique en asynchrone, en envoyant des choses à faire. Mais en fait, vous venez de le dire, c'est le contraire que vous préférez. Vous préférez que le théorique soit en asynchrone, en enregistré, en fichier envoyé, et le pratique soit en synchrone, parce que c'est là où vous avez besoin de l'intervention en temps réel de l'enseignant. C'est vraiment très important à souligner, parce que ça tranche quand même avec pas mal d'idées reçues. Alors, tout le monde est unanime pour un retour positif par rapport aux enseignants et les efforts qu'ils ont fournis, même si certains d'entre eux vous paraissaient un peu désorientés, désemparés au départ. Mais mes chers collègues doivent penser aux contraintes techniques, aux contraintes de temps, à prendre en compte la situation de l'étudiant, c'est-à-dire alléger le contenu face à des périodes de stress telles que celle d'aujourd'hui, par exemple, et surtout, ne pas se contenter de redonner le même cours qu'on fait en présentiel de la même façon à distance, parce que d'abord, il y a une contrainte de temps, et on peut peut-être tenir 2 heures en amphi, mais on ne peut pas tenir 2 heures sans partir dans tous les sens à distance. Mais aussi, l'interaction avec l'enseignant n'est pas la même, donc il faut absolument retravailler, adapter le contenu pédagogique pour le contenu à distance. Pour la suite, vous avez tous dit préférer un enseignement mixte, donc présentiel et en ligne, ce qui est un point fort pour cette expérience. Tout n'est pas jeté avec l'eau du bain. Et vous pensez qu'il peut y avoir peut-être des spécialités ou des domaines où c'est un peu difficile de faire la même chose, mais ça, bon, c'est les spécialistes qui nous le diront. Moi, pour terminer, je vais juste une petite phrase, une petite pensée aux étudiants qui sont coincés à l'étranger, et aux étudiants qui ont des problèmes de santé, d'immunité, parce qu'en Tunisie, nous allons reprendre les cours présentiels donc le 8 juin, et rien que pour ces étudiants-là, les cours à distance valent le coup. Donc, c'est une expérience qui nous montre encore une fois l'intérêt et l'importance de l'enseignement à distance. Nous sommes à 2 jours de la fin du Ramadan. Je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan et une bonne fête de l'Aïd pour tout le monde, même ceux qui ne le fêtent pas. C'est une grande fête. Merci beaucoup, Eric. Le micro, Eric. Le micro.
Voilà, les enseignants aussi doivent apprendre à enseigner en ligne et à mettre leur micro pour parler. J'étais en train de te remercier les Marianne, Claude Sophia, Drander et Ahmed pour leur intervention. Et effectivement, on a appris de ce séminaire. On a appris que finalement, on a bricolé aussi beaucoup dans les dernières semaines, et qu'il y a des choses à mettre en place qui seront plus solides pour la suite. Il faut qu'on mette effectivement des plateformes qui soient homogènes, des cours qui soient adaptés aux différentes situations qui sont vécues par les étudiants. Alors, si vous allez jeter un coup d'œil dans le chat, vous allez voir que les questions qui vous sont posées, alors, on les a toutes plus ou moins évoquées, hein, les réponses, eh bien, elles vont dans le sens, hein, justement, de recueillir votre avis. Donc, peut-être que ce que je voudrais retenir aussi, c'est l'importance, peut-être, de demander aux étudiants de participer ou du moins de leur demander leur avis pour la conception des cours en ligne, parce que je pense que c'est extrêmement important dans l'approche d'une approche de type user experience ou centrée sur l'utilisateur, pour utiliser un terme français, de faire des choses qui prennent en compte les conditions que vous avez et les attentes que vous avez formulées aujourd'hui. Peut-être on va terminer donc Wajdi avec peut-être quelques mots sur les perspectives. Alors peut-être avant de te passer la parole, dire simplement que les Learning Labs, normalement, sont des lieux qui sont ouverts pour repenser et expérimenter de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre. Donc, c'est ouvert aux enseignants, mais c'est ouvert aussi aux étudiants. Et l'idée, c'est justement de permettre des interactions entre les étudiants et leurs enseignants pour qu'ils réfléchissent ensemble à la manière dont l'enseignement sera mis en place dans le futur, en espérant que ça ne sera pas cette fois-ci sous la contrainte, mais ça sera plutôt en fonction des envies que nous, on a en tant qu'enseignants et vous en tant qu'étudiants, et aussi pour répondre aux difficultés que chacun rencontre. Donc, je vous invite tous à nous rendre visite dans le Learning Lab, sachant que ces Learning Labs sont des lieux physiques, hein, dans les établissements, mais comme ici, des lieux virtuels où on peut finalement se croiser pour non pas enseigner ou apprendre, mais plutôt discuter sur quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place dans les universités. Wajdi, je te laisse terminer avec les perspectives. Alors, avant de donner les perspectives, je voulais relever donc la phrase postée par Elsa pour demander à tous les participants de bien vouloir répondre au questionnaire de feedback. C'est très important pour nous et pour la continuité donc, du projet. Quant aux perspectives, moi j'ai tweeté il y a quelques semaines que le meilleur ministre de transition numérique en Tunisie a été le Covid-19. Moi, je vais peut-être dire la même chose par rapport à l'enseignement à distance. C'est que cette expérience-là a été un énorme élan sur lequel on doit et on va sans doute capitaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est jeté dans la mer, comme disait Eric, sans préparation, sans bouée. Alors, donc, il y a eu sans doute un peu de raté, on a avalé un peu d'eau de mer. Mais en fin de compte, le retour n'est pas négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on a fini par apprendre à flotter, du moins. Certains savent faire carrément de la brasse, d'autres à flotter, mais il faut absolument qu'on continue à capitaliser là-dessus. Les étudiants sont très demandeurs de ce genre d'activité pour des raisons évidentes qu'on ne va pas refaire. Donc, en termes de perspective, je pense qu'il est extrêmement important pour nous de continuer à garder ce qu'on a fait jusque-là et l'améliorer systématiquement, même si on ne va pas enseigner à distance à 100%, mais continuer à développer ce genre d'activité parce qu'aujourd'hui, on a mis la main dans l'engrenage, il ne faut absolument pas l'enlever, il faut absolument continuer. À travers des projets comme celui que nous avons initié ensemble et le réseau qui en découle, je ne peux qu'être très optimiste sur la diffusion de la culture d'enseignement à distance, sur ce nouveau relationnel entre enseignants et étudiants, et surtout toujours mettre les étudiants au centre de cette activité-là, parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre dans ce genre d'activité, et je les remercie encore une fois. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Eric, mais en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire.
Micro, Eric. Je disais que je passais la parole à Lilia pour qu'elle puisse clore cette séance. Voilà. D'accord. Désolé pour le micro encore une fois. Merci beaucoup Eric, merci beaucoup Ajdi, merci chers étudiants des 4 pays pour vos échanges et pour cette session très riche en informations. Excuse-moi Lilia, juste j'ai oublié de préciser que Ahmed représente 2 pays. Hein. Allez, Ahmed représente 2 pays, donc on a 5 pays présents. Merci la Mauritanie. La Mauritanie, oui. Merci beaucoup Ahmed pour toutes les informations partagées. Une très belle session qui a pu clôturer cette série de webinaires Let's Share dans le cadre de notre réseau Let's Learning Lab. Espérons que à partir de ces échanges, nous allons mieux concevoir et mieux adapter nos enseignements par rapport aux besoins de nos chers étudiants. Je remercie mes chers collègues Rada, Bilal, Eric, Elsa, Laura et Wajdi pour la collaboration pour l'organisation de ces 4 sessions. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci. 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 C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Merci. Merci À bientôt. Lilia de nous avoir fait profiter de cette À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci pour votre présence. Merci C'était à un vous. plaisir.